Auditrices, auditeurs de Radio Bazar-Naom, bonjour et bienvenue dans l'immersion numéro 5 de Radio Radeau. L'émission qui s'intéresse à l'histoire, à la vie et à l'avenir de la presqu'île de Caen. Le thème de cette édition numéro 5 sera l'ex-futur projet d'écoquartier de demain, remis à plus tard ou pas. Aujourd'hui au programme de Radio Radeau, Merci Bertrand, ou l'interview régulière d'un spécialiste de la presqu'île de Caen qui se nomme Bertrand Morvillier. Il est attaché de conservation et répond chaque mois aux questions de JB. Il nous parlera plus précisément aujourd'hui du projet abandonné d'écoquartier sur la presqu'île de Caen. Yo viendra ensuite nous proposer un texte slamé dont il est l'auteur et qu'il a intitulé Gentrify. Nous retrouverons également la presque minute de Marilène, une courte balade sonore sur le territoire qui nous intéresse, à savoir la presqu'île de Caen. Et puis nous avons une invitée aujourd'hui, elle s'appelle Anaïs Blangonnet, elle est directrice artistique à l'agence 13, une agence de communication consciente qui est chargée de communiquer quant aux diverses opérations menées par Presqu'île Créative dans le cadre du millénaire de la ville de Caen. Nous finirons cette émission avec la chronique de Céline qui est actuellement en vacances sur une île presque déserte mais qui nous a néanmoins livré l'édition numéro 5 de Ceci n'est pas un atlas. À la programmation musicale de ce Radio Radeau numéro 5, celui qui est également à la technique, on l'appelle Rafalo car chacun des titres qu'il nous propose a forcément un lien avec l'eau. Quelquefois ce n'est qu'un glouglou mais il est toujours à propos. Entre le ciel et l'eau, un radeau. Eh bien, on attaque tout de suite avec Merci Bertrand, interrogé par JB. Merci Bertrand. Bonjour. Donc, dans le cadre de nos petites interventions sur la presqu'île de Caen, on ne pouvait pas ne pas parler du fameux projet Presqu'île. D'ailleurs, c'est quasiment de ce projet qu'est né le terme, parce que historiquement, la presqu'île ne s'appelait pas la presqu'île. C'était pas un terme du tout qui était usité à Caen. Avant, cette focalisation un petit peu sur ce milieu-là. Avant, c'était le port, tout simplement, il n'y avait pas d'autre nom. Et puis, quand on s'est intéressé un peu à cet espace-là, qui était donc un espace portuaire en train de déménager un petit peu plus vers le nord, eh bien, on s'est enquis, bien sûr, de trouver un nom un peu plus évocateur ou plus, qui pouvait peut-être faire un peu plus rêver, et qu'on a appelé la presqu'île pour le projet Presqu'île. Et donc, Caen s'est mise un peu au diapason à ce moment-là, mais avec toujours notre petit retard qu'on a, nous. On voit les choses arriver avec un petit décalage. Donc, ça a été un grand mouvement dans les années 80-90, de réappropriation des villes portuaires de leur zone portuaire, justement. Il y a eu Barcelone, c'était un exemple très parlant. Quand il y a eu les Jeux Olympiques de Barcelone, en fait, Barcelone s'est retournée. C'était une ville qui était complètement fermée sur l'aspect méditerranéen, paradoxalement, même si c'était une ville qui est au bord de la Méditerranée, que c'était un port. Quand on allait à Barcelone, la mer n'était pas vraiment présente, du moins par rapport au centre-ville, et qu'elle s'est complètement retournée sur son espace maritime en créant un quartier immense sur le port de Barcelone qui était lié justement aux Jeux Olympiques. Donc on a trouvé ça super bien. Les Anglais ont fait pareil avec les docks à Londres. Il y a eu des choses à Marseille du même ordre. Le Havre, après, s'est intéressé aussi à la question avec les docks aussi du Havre. Donc un nouveau regard qui s'est penché sur ces espaces qui en fait sont des espaces tout près du centre. Historiquement, les ports étaient vraiment dans les centres-villes. Les villes portuaires étaient accrochées à leur port. Et de se rendre compte qu'en fait, il y avait des espaces comme ça qui étaient libres. Potentiellement, il suffisait de pousser un peu les industries, aller dégager d'ici. Et subitement, on se retrouvait avec des espaces gigantesques à disposition, donc qui permettaient à des agglomérations, des métropoles et tout ça, de trouver un moyen de développement extraordinaire par rapport à un espace qui était à la fois qualitatif au niveau paysager, souvent, parce qu'un port, par définition, il y a l'eau. Souvent, il y a la mer. Et il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de place, et donc la possibilité de s'amuser pour un urbaniste ou pour un architecte de faire vraiment des choses qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre d'une ville ancienne ou d'une ville historique où il y a des contraintes un peu de partout. Là, on peut s'amuser parce qu'il y a vraiment beaucoup de place.
Donc quand on ne s'est réveillé que dans les années 2000, donc dans une petite vingtaine d'années quand même, avant de se rendre compte qu'elle avait un port à proximité, et que ce port connaissait les mêmes avanies que les ports d'ailleurs, c'est-à-dire que moins de trafic en centre-ville, les gens du centre-ville qui trouvent que bon, ça fait du bruit, ça pue, c'est chiant, tout ce qu'on veut, et donc les activités qui ont tendance à s'éloigner du centre-ville, et donc ces espaces très grands qui deviennent disponibles. Donc tout allait bien et tout était au mieux dans ce monde rêvé des anges et des urbanistes des années 2000. Et il faut bien reconnaître que donc, le projet Presqu'île, tout en s'appelant Presqu'île, faisait un peu fi de là où il était, c'est-à-dire sur une presqu'île, et donc à proximité de l'eau, et donc pas qu'à proximité des niveaux marins, parce que l'Orne est un fleuve maritime, avec le flux des marées qui remonte jusqu'à Montalivet, donc jusqu'à cette fameuse presqu'île. Et donc il y a eu un déni, qui est très cané, de se dire, bon non, tout va bien, on va construire quand même un quartier normal, un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans ce qui a été déjà fait. Et puis on est arrivé dans une période où on s'est mis à parler de choses embêtantes, de nouveaux problèmes, d'évolution, de réchauffement climatique. Et des conséquences de ce fameux réchauffement climatique qui sont le fait qu'on sait qu'on va prendre en gros au minimum sur le siècle qui vient 1 mètre de niveau de marin en plus. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le port de Caen il est directement en contact avec la mer. Pas le canal, mais de l'autre côté oui. Et en dessous, l'eau ça communique. Et donc en dessous il y a une nappe d'eau et que cette nappe d'eau elle dépend bien sûr du niveau de la mer. Et du coup, on a commencé à se gratter la tête en se disant « mais qu'en est-il ?» Jusqu'au moment où l'évidence est apparue. Et on se rendait compte qu'on construisait en fait sur une zone qui était définie depuis longtemps, ne soyons pas naïfs, comme une zone potentiellement inondable et affectée potentiellement par les effets du réchauffement climatique dans le cadre d'un projet qui avait pris de façon un petit peu légère la dimension de l'évolution du climat et des évolutions générales. Et donc, pour une fois, on est les premiers. On est les rois du pétrole. Mais il faut qu'on en ait conscience. C'est-à-dire que, de ce que j'en connais, parce que je ne suis pas omniscient, mais on est, pour moi, la première ville, le premier lieu qui arrête un projet aussi important. C'était vraiment le projet du XXIe siècle, du camp du XXIe siècle. 5000 logements, enfin, c'est l'équivalent en fait du quartier Saint-Jean quoi, en termes d'importance au niveau urbain. Eh bien, c'est arrêté. Alors, il va peut-être repartir, il est en stand-by, enfin, il y a tous les arguments qu'on entend habituellement pour ce genre de choses. Mais c'est quand même quelque chose d'absolument fantastique de se rendre compte que, pour la première fois, à ma connaissance, il y a un projet de cette envergure qui est arrêté à cause de la science, en fait, de la science qui dit peut-être que dans un siècle, ce lieu ne sera plus praticable tel qu'il l'est aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas engager l'avenir, sachant que l'avenir se présente sous des augures un peu bizarres. Et donc, c'est ça qui est quand même la leçon à tirer de ça. Et puis, peut-être la fierté qu'on peut avoir en tant qu'année d'être le premier lieu, peut-être du monde, soyons généreux, qui a changé son orientation urbaine, fondamentalement, à cause des effets attendus du réchauffement climatique. Merci Bertrand. C'était donc Merci Bertrand, proposé par JB pour avoir quelques éclaircissements de ce spécialiste de la presqu'île quant à ce projet d'écoquartier et les raisons pour lesquelles il a été, pour l'instant du moins, abandonné et il se fera ou pas. Dis-moi Raph, bonjour. Bonjour. Déjà. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant ? On va écouter un titre du groupe anglais, les Stone Roses. Le titre c'est Waterfall. Tiens, étonnant. Oui, tiens, cascade. Je suis d'eau aussi. Stone Roses, qu'est-ce que c'est ? C'est des pionniers du mouvement Manchester, courant qui a eu lieu à la fin des années 80, début des années 90, et dont le moment clé fut le second Summer of Love. Alors c'est une petite tricherie parce que ça a eu lieu sur 2 étés, été 88 et été 89, où l'acid house, les rave parties, l'ecstasy furent mélangés à l'indie rock et le néo-psyché.
Ici, dans le titre, le narrateur, Ian Brown, suggère que la fille de l'histoire est désormais libre de ses mouvements, de sa propre personnalité, sa propre façon de penser, et qu'elle n'est plus retenue dans son trou qu'on appelle chez elle. Donc, comme je disais tout à l'heure, les Stone Roses, c'est un groupe emblématique du mouvement, mais vous pouvez ajouter à ça Factory Records, l'Hacienda Club, et si je dois vous conseiller un film pour parfaire votre culture, je conseille 24 Hour Party People de Michael Winterbottom, qui est vraiment très très bien à ce sujet. Nous sommes toujours dans l'immersion numéro 5 de Radio Rado et nous venons d'écouter The Stone Roses, un titre choisi par Rafalo qui s'appelait Waterfall. Bonjour Yo. Bonjour Manu. Une petite goulée de thé et on y va ? Ouais, on y va. Alors de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Ce morceau s'appelle Gentrify My Presqu'Isle. J'avais commencé à l'écrire un an après qu'on soit arrivé ici, nous les artistes, sur ce territoire en devenir. Il y a d'abord eu le texte, puis la musique, et puis ensuite un petit film. J'en ai fait un court-métrage. C'est la musique de Zero Point que je salue. Donc c'était en 2022, 21, 22, et
le quartier, le paysage a déjà un peu changé. Alors tu as été le témoin en image justement à ce moment-là du changement Voilà, des bâtiments durs du dans quartier, voilà, dans de la démolition, voilà, qui t'a beaucoup intéressé. c'est l'avant-destruction de certains bâtiments et donc l'avant-irruption du camping des Platanes que j'évoquais dans une autre émission. C'est quand la place nette a été faite, Voilà. avant la place imaginaire. C'est ça. Enfin, nette, pas si nette, mais en tout cas, voilà, avant que des bâtiments volent en éclats. Et surtout, ce qui m'intéresse là-dedans, dans les thématiques du soir, là, c'est voilà, la place. Quelle place on a, nous, les artistes, dans ce phénomène, dans ce processus de gentrification? Est-ce qu'on est en accord ou pas? Est-ce qu'on peut lutter contre? Est-ce qu'on est complice? Est-ce qu'on est prétexte de tout ça? Je pense qu'on est un peu tout ça à la fois. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est là aussi. C'est qu'on a besoin d'un lieu. On a besoin d'un lieu qui dure. Donc, en espérant que ce lieu, ce territoire dure un maximum de temps. Mais ça nous questionne aussi beaucoup voilà, sur notre place dans la société. Nous, les saltimbanques, les artisans. Voilà. Ok Yo, c'est à toi. Merci. Sur ma presqu'île, à la marge, il y a des barges et des bastons de poivreaux dans des squats crado. Il y a du crack, des mecs en rut qui traquent la chair fraîche en vrac, du troc de corps mûr contre de la force de taf, des règlements de compte offshore à l'abri des terrains vagues, de la drague au rabais, de la drogue pour les rebuts, des embrouilles tous azimuts, des zigs aux aguets au coin de carcasses péraves, à l'affût de la chourave. Ici, on s'enfile canettes, capotes, câlins à la va-vite. Et les canards colverts caquettent leur mère partie en fuite sous les caillasses de gamins taquins du canal. À l'angle du boulevard de Kaboul, tout le jour ça chauffe à mort. Le soir ça s'échauffe sur l'axe Douala, Lagos, Tirana. Brume électrique, pression palpable, l'orage éclate. Climax. Sur ma presqu'île, on cherche un toit précaire à l'abri de la pluie, à l'abri du regard et des coups, on s'y terre, on s'y mure, on s'y pose et repose, on y trouve enfin l'asile et la paix avant l'expulsion prochaine par les compagnies républicaines de sécurité. À la nuit tombée, on se faufile entre les gouttes, lumière dorée des lampadaires, pluie d'étoiles vivifiantes sur le visage qui lave la crasse d'une journée d'errance. On cherche les siens en attendant mieux que rien, mais certains veulent civiliser ma presqu'île.
En éclaireur, quelques résidus du monde artisan et ouvrier. Quelques derniers mohicans prolétaires et les artistes en guise de missionnaires. Ici, on ne christianise plus, mais on colonise, on sacrifie, on purifie, on gentrifie. Armés de grues, de toupies, ils dégueuleront bientôt leur béton jusqu'ici. Ils tressent leur ferraille, étalent leur asphalte, enrobent, goudronnent, sondent, carottent, progressent, défrichent, planifient le nettoyage, l'éradication du sauvage, dératiser, chasser le parasite, arracher la mauvaise herbe, traiter le mal à la racine, extraction totale, conforme à la planification décennale. Ingénieurs, experts urbanistes, consultants, programmistes, architectes patentés, promoteurs alléchés, politiques convaincus, la guerre du béton à ces braves soldats qui vont chaque jour au front. Ensemble, ils livrent bataille pour reconquérir cette zone de non-droit, pour vous offrir un suprême avenir comme on le rêvait hier. Un horizon désuet, obsolète, énergivore, coûteux, invendable. Un écho, un cauchemar. Parkings aériens en silo, immeubles verts en îlots, fermes urbaines sans animaux, déplacements tout à vélo. Bientôt, votre écoquartier au sol pollué en zone Céveso explosive et inondable. Jouissez de votre résidence de standing, les pieds dans l'eau. Combien de temps ? Combien de temps encore pourrons-nous entendre les cris des goélands, la murmuration des étourneaux, l'alarme de l'accenteur mouché dans les buissons, le sifflement du soir du merle noir, les chants et chorus du pouillot véloce, de la grive musicienne, de la linotte mélodieuse, du troglodyte mignon, et la rousserolle effarvate, l'Ipholaïs polyglotte, la foule que macroule. Combien de temps encore ? C'était Gentrify, un texte proposé par Io en tant qu'artiste présent sur la presqu'île qui s'exprime sur son environnement. Environnement qu'on connaît bien ici, et puis c'est vrai qu'il en parlait tout à l'heure pour introduire son texte. Nous sommes tout simplement des témoins, nous qui vivons ici, et c'est vrai que j'ai très envie de rapporter une anecdote qui n'est pas drôle, qui nous est arrivée, nous autres artistes qui rentrons tard l'autre soir, la semaine dernière. On est rentrés, il y avait un camion qui cramait. Et puis un quart d'heure après, il y avait un deuxième camion qui cramait. Et puis 3/4 d'heure après, environ, il y avait un troisième camion qui cramait. Donc il y a eu 3 camions de brûlés dans la nuit. Ces camions, ce sont des lieux de travail, ce sont des outils de travail, d'un travail qui n'est pas recommandable, effectivement, mais qui est quand même un travail. Ces camions sont les outils de travail de femmes qui ont une vie très dure, et elles ont la vie encore plus dure quand le matin elles arrivent et que le camion n'existe plus. Donc je voulais juste rapporter ça, c'est ce genre de scène auquel on assiste quand on vit sur la presqu'île et qui font mal. Il n'y a pas de responsable, c'est la faute à personne. On ne va pas bien sûr chercher les coupables, ils ont certainement des raisons qui n'en sont pas, mais en tout cas c'est ce qu'on peut constater.
Voilà, on écoute maintenant la presque minute de Marilène. Marilène qui a l'habitude de faire des balades sonores et qui nous en rend compte au cours de cette presque minute, une balade sonore sur la presqu'île, bien entendu. Vous aviez pas tout à fait pigé le truc. J'ai pigé, si, c'est le ghetto, la gentrification, etc. Les artistes gentrifient le ghetto. Qui l'a créé, d'après vous? La ville. Elle isole une communauté et attend qu'elle crève. Ensuite, elle fait venir des promoteurs et elle dit « Hé, vous, les artistes, vous, les bobos, vous, les blancs, de préférence ou uniquement, s'il vous plaît, emménagez dans le ghetto, c'est pas cher. Et si vous tenez le coup quelques années, on vous ouvrira un supermarché bio. » Et puis dans cette édition numéro 5, dans cette immersion numéro 5 de Radio Rado, nous avons une invitée, je vous le disais en début d'émission. Elle s'appelle Anaïs Blangonnet, elle est directrice artistique à l'agence 13, une agence de communication consciente qui est chargée de communiquer sur tout ce qui est entrepris par la presqu'île créative dans le cadre du millénaire de la ville de Caen. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue au micro de Radio Bazar Nahum. Tu n'es pas pour rien dans l'existence de ce programme, donc merci. Avec plaisir. Merci d'avoir fait ce que tu as pu pour que cette émission existe, que ces podcasts existent. Et puis ils vont exister longtemps parce qu'ils pourront être réécoutés à l'avenir par les gens que la presqu'île intéresse. Exactement. En guise d'introduction, j'aimerais que tu nous rappelles ce que c'est que la presqu'île créative, grossièrement. Oui. Alors, presqu'île créative, c'est un PTCA, donc Pôle territorial de coopération associative. En fait, c'est une association qui est née en janvier 2021 et qui regroupe des structures majoritairement situées sur la presqu'île de Caen et qui s'unissent pour développer des projets au service du territoire et surtout de ses habitants et de ses habitantes. Et donc, en fait, toutes ces structures se regroupent autour de projets d'envergure, comme par exemple le millénaire. Et tout le monde unit ses forces à la fois vives et à la fois techniques pour œuvrer au développement du territoire et d'actions communes avec, dans le but de faire quartier, je dirais. C'est pas mal dit comme ça. Ça fait un peu serrage de coudes, on dirait. Hein. Oui, on essaye de serrer les coudes sur la presqu'île et de faire des trucs ensemble. Alors justement, ces trucs qu'on fait ensemble, ils donnent lieu à une programmation qui se construit doucement dans le cadre du millénaire et de cette presqu'île créative. Mais tu as quand même quelques informations à nous fournir désormais. Oui. Ça commence à se préciser. Ça commence à se préciser. Avec notamment des spectacles de prévus, des installations, des choses dont le public canet pourra profiter. Tout à fait. Comme par exemple. Donc le parcours ouvrira lors du week-end maritime les 27, 28 et 29 juin et se poursuivra jusqu'à fin août. Et tout au long de cette période, on a prévu une programmation de balades et de visites pour accompagner le public, donc qui pourra soit faire le parcours en autonomie, soit se joindre à ces promenades accompagnées pour avoir une autre version, une version que nous on appelle augmentée de l'expérience du parcours. Donc notamment tout un programme de visite avec soit une médiatrice culturelle du pavillon. Ils seront complètement pris en main. Exactement, voilà. On vient et on suit la promenade, on est totalement guidé et avec accompagné par la vision de quelqu'un. Donc on a à la fois une vision pour augmenter le côté art-sciences du parcours avec les médiatrices culturelles du pavillon, où on a un autre programme de visite avec l'association Démosthène qui s'intitule
je cite, « Histoire et évolution de la presqu'île de sa position d'estuaire à son occupation industrielle et humaine dans un contexte climatique évolutif ». Donc l'association des Démosthènes, elle est notamment très active au sein de Presqu'île Créative dans le groupe de travail sur l'histoire de la presqu'île. Donc leur éclairage sera différent. Voilà, l'idée c'est d'avoir plusieurs propositions pour avoir plusieurs visions du territoire. Il y a à la fois des propositions sur l'explication de ce qu'est la presqu'île, son histoire, etc. Mais aussi des installations, des choses un peu exceptionnelles qui sont installées dans le cadre Tout à fait. Du millénaire. Alors, pour des explications plus poussées sur les installations, il y aura plusieurs temps forts, notamment un qui va précéder l'ouverture du parcours pendant le Turfu Festival début avril, où seront organisés des ateliers participatifs ouverts au public avec chacune des résidentes qui produisent des œuvres pour le parcours. Donc ça, c'est une première occasion de venir expérimenter directement avec elles. Et ces résidentes feront également, lors du week-end d'ouverture fin juin, des temps de restitution, donc de présentation plus poussée de leurs œuvres. De leurs œuvres, exactement. Ok. Et puis des spectacles. Et des spectacles, exactement. 2 représentations du spectacle Debout les vaches, la mer monte. Ah, ça commence à être pas mal au niveau des titres. Là. Ça fait un peu film du dimanche soir. Merci Bertrand. Merci Bertrand, ouais, on peut le dire. Merci Bertrand, puisqu'il s'agit d'une création du CPIE Vallée de l'Orne et de la compagnie Bonne Chance, qui font un saut dans le futur pour nous présenter le résultat des travaux menés par la communauté scientifique réunie désormais au sein du GIEC normand pour sensibiliser les habitants et les habitantes aux conséquences des changements climatiques. Et donc c'est effectivement Bertrand Morvillier qui a conçu ce spectacle. Et là, on retombe comme par magie dans le thème de cette émission, en fait, voilà, de tout est lié. la découverte de ce qu'est réellement ce territoire de la presqu'île pour les habitants, avec plus d'explications. Donc ça, c'est un spectacle. Il y en a d'autres ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas trop en dire plus sur les autres, mais voilà, déjà, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que toute la programmation va se dévoiler au courant du mois de mars sur le site de Presqu'île Créative. Et je précise aussi que tous les événements proposés dans la programmation sont gratuits, mais seront avec une jauge limitée pour le confort des visites et des représentations. Donc, il faudra s'inscrire sur les en liens, temps et en heure. C'est voilà. Pas encore le moment. C'est pas le moment, mais quand tout sera sorti, il faudra s'inscrire sur le site de Presqu'île Créative. Eh ben, on va écouter un titre de musique proposé par Raph, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette interview. Merci Anaïs. Stop now.
got a fever. I'm a remedy issue and I need ya. Hey, your monster, hey, your creature. Hey, I tie you up there, eat ya. Dance in the water and I get wet. Not get wet, not get wet. Dance in the water and I get wet. Not get wet, not get wet. Dance in the water and I get wet. Not get wet, not get wet. Dance in the water and I get wet. Not get wet, not get wet. Radio Rado numéro 5 avec un titre proposé bien sûr par Rafalo qui était Danny Brown et le titre Dance in the Water. Danny Brown, rien à voir avec Dan Brown, hein. Attention, je vous arrête. Lui, il est rappeur, il est américain, il est auteur de 7 albums, dont un JPEG Mafia, d'une douzaine de mixtapes et d'une quarantaine de featuring. Sur son 4e album, Atrocity Exhibition, hommage dans le titre à Joy Division et à J.D. Ballard, se trouvent 2 titres à l'eau, When It Rain et Dance in the Water. Alors j'ai pris le second. Pour son rythme palpitant, ses cris tribaux, ses instructions de twerk et ses références à Ice Cube, P. Diddy et Ryback. Le thème du morceau est très simple. Danser dans l'eau sans se mouiller, c'est donc faire quelque chose sans en avoir à subir les conséquences. fort bien. Merci Rafalo. Et puis on retrouve Anaïs pour parler d'une opération un petit peu plus spécifique concernant cette presqu'île créative qui se met en place, qui consiste à orienter le public, puisqu'il s'agit de signalétique. Comment ça se passe ? Exactement. Donc, en fait, je fais partie avec Juliette Olitro, la directrice du pavillon du groupe Cheminement, parmi tous les groupes qui créent cet immense projet des Bordions. Le pavillon très investi dans le projet des Bordions. Oui, exactement. Et en fait, nous, notre objectif, c'est à la fois de guider le public, mais c'est toujours aussi de faire quartier. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et on est quand même dans un quartier qui est très, très mixte, à la fois en termes d'âge, à la fois en termes de langue. Et pour nous, faire quartier, ça veut dire se parler et se comprendre, surtout, et ne pas isoler les personnes qui sont tout autour de nous. Et de ce fait, donc on travaille sur le cheminement du parcours à travers 2 axes. Le premier, c'est nous ce qu'on appelle les bornes. Donc c'est ce qui va matérialiser les arrêts et les expériences art-sciences. Qui seront des repères pour le public. Exactement, c'est là où on doit s'arrêter et c'est ce mobilier qui va donner les informations sur quoi faire pour profiter de l'expérience art-sciences. Exemple, les lieux de rendez-vous seront à ce type d'endroit. Tout à fait. Ils seront marqués par ces bornes. Et pour la fabrication de ces bornes, on travaille en co-création avec l'atelier Presque en Fabrique, qui est hébergé par le Dôme. Donc Presque en Fabrique, c'est un collectif qui réunit un groupe d'étudiantes et d'étudiants de l'EM Normandie et de Sciences Po Rennes qui travaillent autour des stratégies du développement du territoire. Et c'est un workshop en fait qui s'étend sur toute l'année scolaire, à raison d'en moyenne une journée d'atelier par mois, et à qui on a donné la mission de concevoir des aménagements temporaires, un mobilier modulable qu'on pourra réutiliser. Donc la consigne, c'est de pouvoir le réutiliser dans le cadre de futurs événements de presqu'île créative. Il sera quand même désinstallé, mais possiblement réinstallé dans le cadre d'autres opérations. Exactement. Et l'autre enjeu de la création... C'est éphémère. Tout à fait. L'idée, c'est aussi de créer un commun à ce collectif, Presqu'île créative, et de créer des outils dont on va pouvoir s'emparer, qu'on va pouvoir ensuite réutiliser dans le cadre de nos futurs projets. Et le deuxième axe de travail qu'ils ont là-dessus, c'est l'accessibilité. C'est qu'est-ce qu'on écrit, comment, ou qu'on dessine, ou autre chose, pour s'adresser à tous les gens qui sont sur cette presqu'île et que tout le monde comprenne quoi faire et qu'est-ce qui se passe. Trouver un langage international. Exactement. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais qui est passionnant à la fois. Alors, ils travaillent en atelier, ces gens ? Ils vont jusqu'à la conception ou c'est juste du dessin Oui, alors ils n'auront pas le temps de pousser la totalité du projet. Donc on va devoir s'occuper de produire entre les ateliers. Mais ils expérimentent notamment au Fab Lab du Dôme et dans les ateliers du pavillon. Voilà. On parlait de la mise en commun tout à l'heure, humaine et technique. Ben voilà. Typiquement l'exemple. Les bâtiments servent sur la presqu'île. C'est ça. Fort bien. Et le deuxième aspect, c'est un tracé au sol
Donc il va matérialiser le cheminement entre ces bornes d'arrêt qu'on a voulu poétique et artistique et qui sera réalisé par le collectif Caboisette, qui est composé de Mathilde Bénet et Jeanne Dubois-Paquet, qui sont 2 anciennes étudiantes de l'ESAM et dont la pratique artistique tourne autour de la question de l'eau. Donc l'idée, c'était d'avoir un tracé qui ne soit pas monotone, mais qui matérialise les différents états de l'eau et qui va évoluer au fil du parcours en fonction des différentes expériences proposées. Donc en somme, une œuvre de plus de 3 km de long. Ah oui, quand même. Puisque le parcours fait 3,2 km. Elles vont baliser un parcours de plus de 3 km de long. Ouais, c'est ça. Okay. Avec un tracé au sol. Et dans les deux opérations que dont tu nous parles, là, il y a forcément l'esthétisme compte aussi, j'imagine. Bien sûr, il faut que ça informe, mais il faut que ce soit beau aussi. Et oui. Alors ça, c'est. Alors du côté artiste que tu viens de nous décrire concernant les 2 artistes, j'imagine que ça prédomine, mais c'est aussi valable pour la première opération qui consiste à concevoir de la signalétique, qui doit néanmoins être expressive, mais belle. C'est ça. Pour l'instant, on en est vraiment plutôt à l'étape de la conception du contenu. Oui. Et sur la création du langage graphique qui va permettre à tout le monde de comprendre. Et je dirais que l'esthétisme va arriver. Mais ça va être intéressant quand même de voir à quel point ça parle plutôt, à nos voisins. C'est plutôt la dernière étape finalement, et pas forcément la plus... Alors, c'est étrange ce que je vais dire, mais pas forcément la plus importante à mon sens, qui est d'abord la compréhension. Et puis l'esthétisme arrivera... comme la petite cerise sur le gâteau. On aura forcément des retours de nos voisins sur cette compréhension possible ou non. Oui. Parce que c'est très présent dans la vie de nos voisins, justement, de réussir à entrer en communication et à se comprendre. Et peut-être que ça va être un beau geste à ce niveau-là, justement, de réussir à avoir les mêmes informations. On espère. En tout cas, ça, c'est un projet qu'on lance sur le long terme. Pour nous, le parcours des Bordions, c'est un prétexte à sortir une première version de cette signalétique. Le vendredi 27 juin, lors du premier jour du grand week-end de festivités, les étudiants et étudiantes auront un temps de restitution publique. Donc voilà, si le public est intéressé à venir voir et surtout comprendre le processus de création de signalétique, ce sera possible à ce moment-là. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir prendre des retours pour améliorer, continuer ce chantier de création de signalétique pour la presqu'île au-delà du millénaire et au-delà du parcours de Desbordions. Fort bien. Et on va à coup sûr avoir du mal à se séparer de cette signalétique. J'espère. C'est le mieux qui puisse nous arriver. Merci Anaïs. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Je ne crois pas. J'ai pas l'impression. Tu as l'air d'être quelqu'un d'assez organisé. Je pense que nous n'avons rien oublié. Je pense que non. Eh bien, bonne chance, bon courage dans ton boulot. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais pour la presqu'île. Et puis tu peux revenir nous voir, bien évidemment, parce que je pense que toutes ces informations que tu as données aujourd'hui ne vont faire que se préciser. Exactement, avec grand plaisir. Et si tu as d'autres informations à nous fournir, tu es la bienvenue. Merci. Radio Radeau. Un Radio numéro 5 ne serait pas un Radio sans Ceci n'est pas un atlas, présenté par Céline qui est actuellement en vacances sur une île déserte. La pointe de la presqu'île. C'est un bout de terre dont un des angles suit en douceur la courbe du canal qui mène à la mer. Une sorte de polder encadré par le port Saint-Pierre et le canal Victor Hugo. Depuis 2015, ce bout de terre en friche a laissé place à des bâtiments imposants et modernes. Il faut dire que ça pousse bien le béton sur une friche. En tout cas, mieux que les arbres. 3 projets immobiliers s'ajoutent au tribunal et à la bibliothèque, le Norway, Cap 360 et Quai 19. 3 noms pour évoquer la dimension portuaire et maritime de cet espace, comme 3 paquebots de béton et de grisaille qui ne font voyager que ceux qui peuvent se les offrir. Au total, plus de 400 logements, un hôtel-auberge de jeunesse de 60 chambres et des locaux commerciaux. Parfois encore vides, parfois occupés par des enseignes de restauration à la mode, pas d'épicerie par exemple, ou d'artisans, mais du café et des sushis, un nouveau quartier se peuple. Richard, et je suis là depuis décembre, ça fait 2 ans. J'habitais à la région parisienne avant, donc là c'est sûr que ça change quoi. Mais c'est sympa, oui, c'est calme, c'est bien. C'est avenue Victor Hugo, c'est le 5 avenue Victor Hugo.
Puis ouais, donc c'est des bâtiments qui sont tout neufs. On a un parking attitré pour la voiture, ce qui est important à Caen, parce que pour se garer, c'est pas évident. Puis voilà. Donc moi je suis à la retraite. Puis oui, là il y a pas mal de promenades à faire. Le centre-ville il est à côté, le port il est à côté. Il y a pas mal d'animations. Quand il y a les manifestations nautiques, les départs, tout ça, pendant une semaine c'est animé ici. Hein. Même en saison, des fois il y a des soirées qui sont sympas. Ouais. Pour moi c'est l'idéal. Moi c'est Paul, ça fait 2 ans qu'on habite ici sur la presqu'île à Cap 360. Le quartier il est top, c'est-à-dire que c'est vivant, c'est dans le centre-ville et ainsi de suite. On a quand même pas mal maintenant de services sympas à côté, soit au niveau des restos, les boulangeries qui a ouvert derrière et tout, c'est plutôt agréable. On voit un début de petite vie de quartier. Je m'appelle Sam, je suis le responsable du salle du coup de Keys. J'ai été toujours grande fan de l'architecture, du coup de voir l'architecture moderne qu'on voit ici, c'est vraiment cool. Un peu les dessins un peu moins classiques, un peu plus minimalistes, etc. Entre guillemets. Du coup, j'adore esthétiquement la presqu'île déjà, je trouve que c'est super sympa. J'adore que quand c'est une ville qui se développe, que ça ne sera pas une ville qui stagne dans son ancien carte, si vous voulez. Du coup, pour moi, je vois la presqu'île un peu comme un nouveau chapitre, si vous voulez, dans l'histoire de la ville. Voilà. Au beau milieu de cet îlot de béton, une immense pelouse, grasse et très verte entre la bibliothèque et l'immeuble Quai 19. Pas un arbre, ni bosquet, ni même une fleur. On se dit que les choses sont allées si vite que les urbanistes n'ont pas pris la peine d'imaginer un paysage végétal. Pourtant, ce qu'on pense être une simple pelouse semée à la va-vite est signé par le paysagiste Michel Desvignes, qui explique son geste ainsi. La pelouse est élémentaire, vaste triangle ouvrant la vue sur l'abbaye aux Dames, j'aime la démesure qu'elle installe, et il précise, c'est avec détermination que nous avons décidé de faire table rase. Table rase en effet, sans doute de ce qui existait précédemment. Des traces d'un passé industriel et portuaire pourtant proche, il ne reste plus rien ou presque. L'immeuble de luxe Norway, par exemple, est bâti sur les cendres du pavillon Savard, dépôt de bois construit en 1858 et parti en fumée lors d'un incendie en avril 2016. Tout proche, le bâtiment du service maritime, en face du pont de la Fonderie, a lui aussi été détruit. Il est pourtant connu pour avoir abrité les activités du résistant et ingénieur des ponts et chaussées, Eugène Mélin, alias Morvin. Ici, pas de mémoire, pas de nature, un espace minéral et de béton, des immeubles de standing et une grande pelouse. Toutefois, la pointe de la presqu'île était le fer de lance, la locomotive d'un projet urbain bien plus vaste et abandonné en 2024, avant que le climat dévisse et que les prévisions soient alarmantes. Et le problème, c'est que toute la zone est inondable ici. Donc ça freine tout. Parce qu'ils font des essais, ils font des probabilités, tout ça. Et là, j'ai reçu encore un avis comme quoi l'Orne qui passe en dessous, elle risque d'être inondable. Vous voyez, parce que là, c'est une mauvaise zone. Mais sinon, oui, il y avait pas mal de choses prévues là. Pour l'instant, c'est repoussé. Il faut attendre encore 1 an la décision. On verra bien, quoi. Bon, moi, j'habite au 4e. Alors, puis ma voiture, elle est au 1er étage. Alors, au pire, allez, on sautera par la fenêtre et puis c'est tout. Ça n'a pas l'air très climat compatible, l'extension du quartier, quoi. C'est-à-dire que nous, on avait acheté parce que la localisation nous plaisait, qu'on habitait déjà dans ce quartier-là avant, en fait. Mais c'est vrai que tout le programme de continuer à réhabiliter la presqu'île avec des logements, ça n'a pas vraiment l'air compatible à la fois avec la montée des eaux. Et puis, est-ce que c'est la bonne chose à faire on le voit bien là, rien que cet hiver. Il y a des inondations partout dans la baie de l'Orne. Est-ce que construire au milieu du lit de l'Orne, c'est la meilleure solution ? Je pense que ça peut poser débat. Le rapport du GIEC normand, publié début 2023, prévoit à Caen d'ici 2100 l'élévation du niveau de la mer, qui pourrait rehausser de 80 cm à 1 mètre le niveau des cours d'eau. La presqu'île de Caen est donc particulièrement exposée. Les 2500 logements prévus sur une grande partie de la presqu'île ne se construiront pas. En attendant, la pointe de la presqu'île ne va pas redevenir une friche. Les projets continuent. La construction de l'école d'ingénieurs ISEN, retardée pour dépollution du site, est toujours prévue pour 2026. Il faudra aussi trouver les moyens de protéger ces bâtiments du risque de submersion. Donc c'est un quartier inondable, dont le dynamisme est freiné par l'abandon du projet sur le reste de la presqu'île.
Alors, quartier ou pas quartier, dynamique ou pas dynamique, rien n'est moins sûr. C'est comme c'est pour le coup. Enfin, nous, ça nous a jamais dérangé. Enfin, de toute façon, on est satisfait dans l'état du quartier actuellement. Je pense pas que ça change de sitôt. Ah non, toi t'es pas d'accord? Ouais, moi je trouve ça un peu dommage. Parce que tout ce qui était prévu, ça apportait un certain dynamisme et en fait de nouvelles choses dans le quartier. Et du coup, ça va pas être le cas. Et si les autres constructions s'étaient faites, ça aurait pu être un quartier à part entière, mais là, peut-être un début, après à voir ce qui va être fait derrière. Hein. Quartier ou non, dynamique ou apathique, plein ou vide, ce ne sont pas les seuls contraires que la presqu'île condense. On voit un bout du port, on voit les tentes avec toutes les personnes qui doivent pas être bien en ce moment, clairement dans le froid, le cargo et ainsi de suite. Ouais. Enfin, moins. C'est moins enfin, pour moi, c'est moins intéressant. Mais c'est moins vivant. Bon, il y a les gens avec les toiles de tente, ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour vivre, quoi. C'est ça. Donc, moi, quand je les vois de ma fenêtre, ça fait de la peine parce que quand il fait froid, ils sont en dessous. Ils sont pas. C'est dommage. Enfin, non. Sinon, tout va bien. Après, là, moi, je parlais tout à l'heure de la vision de notre fenêtre, mais c'est vrai que le contraste est saisissant entre des gens qui sont dans la misère et nous qui sommes dans notre tour d'ivoire. Alors, effectivement, nous, on vit très bien, mais c'est dur pour les gens qu'on voit en bas, quoi. Dans un même espace, c'est une attention soigneuse pour bâtir et construire qui est portée, et en même temps, une absence de considération et une inattention pour les habitants en toile de tente par tous les temps, pour toutes ces personnes jetées sur les routes de l'exil et échouées sur le cours Caffarelli. Ce qui sépare ces pauvres êtres du confort cossu des appartements et des restaurants de la pointe de la presqu'île, c'est évidemment leur nationalité et leur précarité, mais ce qui les sépare, c'est aussi le canal Victor Hugo, longé d'une avenue du même nom. Il est difficile alors de ne pas y voir un triste pied de nez, que ce grand auteur du romantisme, député et défenseur acharné de la justice sociale, dénonciateur des déterminismes sociaux, donne son nom à un canal frontière entre la richesse et la pauvreté. Justement, dans son roman « Les travailleurs de la mer », Victor Hugo, et je terminerai là-dessus, écrivait ceci. Les volcans lancent des pierres et les révolutions des hommes. Des familles sont ainsi envoyées à de grandes distances, des destinées sont dépaysées, des groupes sont dispersés et s'émiettent, des gens tombent des nues, cela en Angleterre, cela en Allemagne, cela en Amérique. Ils étonnent les naturels du pays. D'où viennent ces inconnus? C'est ce Vésuve qui fume là-bas qui les a expectorés. On donne des noms à ces aérolites, à ces individus perdus, à ces éliminés du sort. On les appelle émigrés, réfugiés, aventuriers. S'ils restent, on les tolère. S'ils s'en vont, on est content. Quelquefois, ce sont des êtres inoffensifs, étrangers aux événements qui les ont chassés, n'ayant ni haine, ni colère, projectiles sans le vouloir, très étonnés. Ils reprennent racine comme ils peuvent, ils ne faisaient rien à personne et ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Eh bien, l'édition numéro 5, l'immersion numéro 5 de Radio Radeau touche déjà à sa fin. J'ai encore autour de la table Anaïs qui est restée et Yo. Il me reste quant à moi à vous donner une information. Tout d'abord, le 8 mars prochain, il y aura, figurez-vous, une ouverture de la place imaginaire de 14 à 16 heures dans le cadre de chantiers communs de territoire pionnier. Et vous pouvez vous inscrire pour visiter cette place imaginaire en devenir sur Helloasso, soit en passant par le Bazar Nahom, soit en passant par Territoire Pionnier. Bien sûr, cette place imaginaire, vous la connaissez puisque vous êtes fidèle de cette émission et que nous vous parlons très souvent de l'évolution de cette place imaginaire qui est sous la direction artistique de Sandre Delors, en train de devenir un endroit tout à fait accueillant. C'est situé à la place de l'ancien restaurant des Halles sur la presqu'île de Caen, et ce sera donc ouvert le 8 mars entre 14h et 16h. Si vous voulez découvrir cet endroit, ce sera le moment. Merci aujourd'hui à Bertrand Morvillier
d'avoir participé, comme il a participé d'ailleurs à toutes nos émissions, spécialiste de la presqu'île, Bertrand Morvillier, interviewé par JB, que l'on remercie également, puisqu'il n'était pas seulement intervieweur aujourd'hui et producteur, il était également réalisateur de cette émission. Merci JB. C'était sa première. Merci à Yo qui nous a présenté le texte Gentrify. Merci à Marilène pour sa presque minute sonore. Merci à Anaïs Blangonnet de l'agence 13 qui travaille sur toutes les informations à fournir concernant la presqu'île créative. Merci à Céline qui est sur son île déserte et à laquelle on fait un gros bisou pour Ceci n'est pas un atlas. Et merci à Rafalo pour sa programmation musicale spécial Water, qui était aujourd'hui aussi à la technique, bien évidemment. Et puis nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, dans un mois, pour un nouveau Radio Rado avec énormément de plaisir.